Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Prévention de la famine dans 6 départements en situation de vulnérabilité. Le gouvernement va débloquer plus de 4 milliards de francs CFA. Un conseil interministériel s'est tenu dans ce sens. Dans notre série qui accompagne la quinzaine nationale de la femme, focus sur l'insertion professionnelle des étudiantes en marketing et communication. Des opportunités d'entrepreneuriat existent, mais elles sont mal exploitées. Le langage de la danse déchiffré dans cette édition. Chaque pas a une explication sociologique. On vous en dira davantage dans la rubrique Au cœur de nos cultures. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État a reçu ce matin Gorgui Sy Dieng. Le basketteur sénégalais évoluant en NBA a reçu les félicitations et encouragements du président Macky Sall pour les actions qu'il mène envers les démunis. L'international de basket vient notamment d'offrir du matériel au centre de dialyse de l'hôpital principal de Dakar. Je le disais en titre, un plan d'urgence est adopté pour prévenir la famine dans 6 départements du Sénégal. 4 milliards de francs CFA sont nécessaires. C'est ce qui ressort du conseil interministériel consacré à la question. Voici la déclaration du secrétaire général du gouvernement à l'issue de la rencontre au micro de Rougui Atouba. Je voudrais d'entrée de jeu rappeler que le Sénégal n'est pas en situation de famine. Le gouvernement dissipe tout équivoque sans nier que 6 départements sont identifiés comme zones à risque. Les 6 départements à risque, c'est Bambey, c'est Malem Hodar, c'est Matam, c'est Kanel, c'est Goudiri et le département de Tambacounda. Traduit en nombre de personnes, il s'agit de 428 000 personnes qui sont concernées à peu près, soit sur une moyenne de 10 personnes par ménage, 42 000 ménages. Le coût de l'assistance qui est déterminé pour intervenir dans les 6 régions en priorité est à peu près de 4 milliards 291 millions. Et la distribution des vivres après le ciblage va porter sur 15 kg de riz par personne pour une période de 3 mois, équivalente à la période de soudure, et celle-ci se compte du mois de juin au mois d'août. La cellule de lutte contre la malnutrition va intervenir dans les 6 départements à risque pour y mener 2 types d'actions. La première, apporter les compléments alimentaires nécessaires, et la deuxième, si les situations l'exigent, transférer vers les services de santé pour un meilleur suivi de l'enfance. Des actions préventives sont également prévues dans le secteur de l'élevage à travers l'opération de sauvegarde du bétail. Et cette opération va porter sur 2 types de prestations. La première, c'est la vente subventionnée d'aliments de bétail et la distribution de déparasitants pour garder un profil physiologique de qualité pour le bétail. Sous la conduite du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, un plan d'urgence est adopté. Les ressources nécessaires seront mobilisées pour prendre en charge les populations et le cheptel. Voilà pour ce compte-rendu de Rougui Atouba consacré au Conseil interministériel sur la sécurité alimentaire. Ce constat, 98,2% des entreprises sénégalaises sont des PME, dont 53% évoluent dans le secteur du commerce. C'est ce que révèlent les premiers résultats du RGE, le recensement général des entreprises, rendu public par l'Agence nationale des statistiques et de la démographie. Ces résultats ont fait l'objet d'un atelier de partage organisé par l'UNOCOA Diapo. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre en charge du commerce. Compte rendu Alassane Diédiou. Moins de 2 mois après la publication par l'Agence nationale des statistiques et de la démographie des premiers résultats du recensement général des entreprises, l'heure est désormais à la restitution et au partage pour les membres de l'UNOCOA Diapo et leurs partenaires. Nous avons tenu ce matin à partager avec l'ANSD les résultats du recensement général des entreprises qui révèlent le dynamisme de la petite et moyenne entreprise sénégalaise, mais qui nous enseigne surtout que la petite et moyenne entreprise du Sénégal est la première entreprise du Sénégal parce qu'elle représente au moins 98,2% de l'ensemble des entreprises du Sénégal. Ce sont des données qui interpellent tout le monde, qui interpellent le secteur privé à travers l'UNACOA et les autres organisations, mais qui interpellent également les autorités.
Beaucoup plus qu'un simple levier, un simple instrument d'aide à la décision pour le gouvernement, ces résultats du RGE constituent une feuille de route pour le ministère en charge du commerce. Le gouvernement du Sénégal accorde une importance particulière au recensement général des entreprises qui permet de disposer de façon exhaustive des données détaillées sur les caractéristiques générales des entreprises de notre pays. L'organisation d'une telle opération était devenue nécessaire dès lors qu'elle constitue un précieux instrument pour l'élaboration des programmes de promotion du secteur productif, tant au niveau national qu'au niveau des collectivités locales. Ce recensement qui a dénombré, vous l'avez rappelé tout à l'heure, 407 882 unités économiques sur tout le Sénégal nous révèle que 99,8% de ces unités recensées sont des petites et moyennes entreprises et que 97% de celles-ci sont du secteur informel. Il révèle également la prédominance des unités exerçant dans le secteur du commerce, soit 52%. Dans un contexte de mise en œuvre du PSE unique référentiel en matière de politique économique et sociale du Sénégal, l'existence de monitoring fiable des entreprises nationales dans leur diversité et leur poids financier constitue pour le ministère du Commerce, en charge du secteur informel et des PME, une confirmation du rôle nodal des PME et de la pertinence des orientations stratégiques qui sous-tendent l'esprit de la nouvelle lettre de politique sectorielle et de l'enquête nationale sur les PME commanditée par ce département ministériel en 2013. Prévention des maladies qui touchent la volaille. La FAO et le ministère de l'Élevage mutualisent leurs efforts. Une campagne d'information et de sensibilisation est menée à l'endroit des acteurs de la filière avicole. Une rencontre d'échange sur la mise en œuvre du plan a été organisée. Jandir compte rendu. En décembre 2014, l'influenza aviaire a fait son apparition dans plus de 5 pays africains. La nécessité de mettre en place une campagne de prévention et de lutte contre celle-ci et les autres pathologies aviaires au Sénégal est une nécessité. Les autorités du pays, des pays non affectés, pouvaient réduire le risque d'introduction du virus à travers des interventions stratégiques, ciblées et opportunes dans le domaine de la surveillance et de la gestion du risque et par ailleurs dans le contrôle des mouvements de volailles et de produits avicoles. L'influenza aviaire hautement pathogène H5N1 constitue une menace réelle. La filière avicole doit être surveillée afin de garantir une sécurité sanitaire aux populations. La suspension des importations de produits avicoles et de matériel avicole usagé par l'arrêté ministériel interministériel numéro 7717 du 24/11/2005 comme mesure de protection contre la grippe aviaire a permis à la filière avicole de notre pays de se relancer de façon considérable. Toutefois, elle reste sous la menace sérieuse de contraintes sanitaires, du fait notamment des dysfonctionnements notés dans la surveillance et le rapportage des pathologies aviaires et la circulation de l'information. Développer le plan d'intervention d'urgence, surveiller les zones à risque, mais aussi l'importation des volailles et des intrants. Telles sont les dispositions urgentes à prendre pour permettre au Sénégal de se protéger contre ces pathologies. Les pays producteurs de pétrole connaissent des périodes difficiles, là où les pays de la zone UEMOA, comme le Sénégal, ont enregistré des taux de croissance importants. Les perspectives économiques régionales présentées par le FMI sont bonnes en 2017, alors qu'en 2016, le Nigeria, comme l'Angola, grands producteurs de pétrole, ont vu leur économie s'essouffler en impact négatif sur la croissance. Le rapport a été présenté ce matin, compte rendu à Biboumbey. Un document de 115 pages entre les mains d'experts pour passer en revue les perspectives économiques régionales produit par le FMI et intitulé « Faire redémarrer la croissance en Afrique subsaharienne ». Il en ressort que les pays les plus éprouvés sont paradoxalement les grands producteurs de pétrole du fait de la baisse du prix du baril, essoufflant du coup les économies trop dépendantes de ces ressources. L'année 2016 a été très difficile pour l'Afrique subsaharienne, taux de croissance d'1,5%, taux le plus bas depuis 20 ans. Et les perspectives en 2017 sont un peu meilleures, mais restent quand même avec 2,7%, beaucoup inférieurs aux dernières 20 ans. Cette mauvaise période est tirée surtout pour les pays producteurs de pétrole qui connaissent une période très difficile. Je pense là au Nigeria, à l'Angola, les grandes économies pétrolières d'Afrique. Pour le Sénégal, par contre,
nous voyons des bonnes perspectives, comme dans la zone UEMOA en général, des taux de croissance de 6%, voire 6,5%. Nous nous en réjouissons bien sûr, mais en même temps nous avons dit que cette croissance a été tirée surtout par les investissements publics, les investissements dans les infrastructures, une bonne chose, mais aussi une chose qui doit à un moment donné donner le relais au secteur privé. Transmettre le relais au secteur privé qui du reste présente des atouts forts qui peuvent influer positivement sur l'amélioration de la croissance. Nos économies ne sont pas encore sur la voie d'une bonne structuration. Le secteur informel joue un rôle extrêmement important dans la formation du PIB. Et si nous voulons aujourd'hui lui donner beaucoup plus de valeur pour sa contribution à la richesse nationale, il est important que nous puissions revoir ses fondements, revoir son mode de fonctionnement et également poser des étapes extrêmement importantes pour qu'il puisse contribuer à la croissance. Une croissance que le rapport du FMI juge vulnérable par moment et qui mérite une réorientation stratégique, surtout avec les nouvelles découvertes de ressources naturelles au Sénégal. Le Sénégal qui doit tirer les leçons des échecs des pays producteurs qui subissent de plein fouet la loi du marché. Poursuite de la mission de revue à mi-parcours du projet piste communautaire en appui au PNDL. L'accessibilité de plusieurs localités du département de Goudiri commence à devenir une réalité. L'inauguration de 36 km de pistes rurales de l'axe Goudiri-Koussane désenclavant plus de 16 villages a permis de mettre l'accent sur le développement économique local dans les zones desservies. Aram Daou nous fait le point. À Koussane, la mission a pu se rendre compte des effets bénéfiques de la piste qui vient d'être inaugurée. Réalisée dans le cadre du PPC-PNDL, cette piste longue de 36 km joue un rôle intégrateur dans le développement économique local. Avec le commerce, le transport est devenu plus facile. Maintenant, on a la marchandise circule facilement. Que nous savons, si c'est le mil, après les récoltes, nous pouvons aller vendre le mil à Goudiri ou ailleurs sans problème. Aujourd'hui, on a 2 pistes de production qui ont complètement désenclavé le village. Aujourd'hui, il y a de l'eau courante ici à Koussane. Nous avons un cadre de vie idéal, un cadre de vie propice qui permet aujourd'hui, en tout cas, aux populations de Koussane de s'épanouir. Pour la Banque africaine de développement, c'est une bonne partie de ces objectifs de développement qui se réalisent ainsi. Notre objectif au niveau de la Banque africaine de développement est de développer le continent et d'améliorer les conditions de vie des populations africaines. Aujourd'hui, je pense qu'on est sur la bonne voie et l'accueil qui nous a été réservé témoigne de la joie, de la satisfaction des populations et ça veut dire que nous avons réussi en partie notre mission. La politique de l'État du Sénégal en matière d'accessibilité porte ses fruits. Dans ces localités, des vieux rêves se transforment en réalité et emportent des moments pénibles. Si le président a mis en place ces programmes, c'est pour régler les problèmes socio-économiques de base des populations du Sénégal. Et cette piste en fait partie. Les populations de la commune et du département vont se déplacer et ça va développer l'économie locale. Ce bijou qui est, comme l'ont dit certains, un vieux rêve. Un rêve qu'a connu plusieurs générations qui se sont succédées depuis donc le XVIIe siècle. Ce rêve vient d'être réalisé et on ne peut que s'en féliciter. 16 villages, 4700 âmes, les bénéficiaires de cette piste d'un montant de 780 millions de francs CFA. Elle améliore plusieurs indices d'accès aux infrastructures sociales de base, un bel exemple de maîtrise d'ouvrage réussi par la collectivité locale.
Promoville se déploie à Kaolack et Diourbel. Le programme de modernisation des villes a entamé dans ces deux localités la réalisation de voiries, l'assainissement de plusieurs axes et la mise en place d'un système d'éclairage public. Le ministre des Transports terrestres et des Infrastructures a visité les chantiers. Maman Moussagnan. La route de Touba, la route de Koudam, le boulevard Liberté, la première et la deuxième voie de Niaritali sont les principaux tronçons à aménager. Il est prévu pour la commune de Kaolack la réalisation d'au moins 15 km de voiries éclairées et assainies sur financement de l'État du Sénégal et de la Banque africaine de développement. Des axes complémentaires seront également pris en charge par Promoville, un programme pour améliorer la mobilité urbaine et réduire les coûts. On ne se sentait pas fier ou appartenir à une ville. Le projet est venu rendre à ces populations-là leur dignité, mais également leur fierté et le sentiment d'appartenance à une ville. Nous, on a anticipé pour commencer le tronçon financé par l'État du Sénégal. C'est pourquoi aujourd'hui on est ici à Kaolack avec déjà cette route de Nangan, 1,5 km déjà terminée, qui va relier les deux routes nationales avec son assainissement qui sera interconnecté au réseau d'assainissement global d'un coût de 8 milliards. Outre Kaolack, Gossas, Fatick et Diourbel vont bénéficier du programme. Dans la capitale du Bawal, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a visité le début de réalisation de 11 km de voiries éclairées et assainies. Il s'est félicité de l'état d'avancement des travaux. L'objectif de Promoville, comme tout objectif du gouvernement du président Macky Sall, c'est d'augmenter la satisfaction des populations. Cette vision a trouvé sa continuité dans le plan Sénégal émergent. Or, le plan Sénégal émergent, c'est aussi l'émergence de territoires pertinents pour pouvoir capter le développement. Promoville est un programme de 280 milliards CFA initié par le président de la République. Plus de la moitié du budget est déjà disponible grâce à l'appui de partenaires étrangers. Sécurité routière, le ministère des Transports vient d'organiser une opération coup de poing à Tambacounda. Des contrôles ont été faits sur les principaux axes d'entrée et de sortie de la ville. Selon les autorités, 40% des accidents mortels sont enregistrés sur l'axe Dakar-Bamako via Tambacounda. Abdoulaye Sinkare. Sinthiou Malem, à une trentaine de kilomètres de Tamba. Ce matin, les véhicules qui traversaient tranquillement la commune sont arrêtés pour des contrôles. Pour l'incendie. S'il y a incendie, c'est ça que vous n'avez pas l'extincteur. Ok, c'est bon. Il n'a pas l'extincteur. Triangle de présignalisation, extincteurs et autres, tout est vérifié. Ce camion malien qui fait la navette Dakar-Bamako a sa visite technique expirée depuis pratiquement 2 semaines. C'est du 21 octobre 2016 jusqu'au 20 avril 2017. C'est expiré. Dépôt de visite technique. Dans cette voiture, un député qui a teinté ses vitres sans autorisation et pour tout papier, le véhicule n'a qu'un certificat de dépôt. Tous les honorables députés demandent l'autorisation de port de vitres teintées. C'est une autorisation exceptionnelle. Vos collègues demandent ça. Et vous permettez de mettre votre véhicule sous teinte sans autorisation. Donc ça, c'est pas bon. Après Sinthiou Malem, cap sur Gouloumbou, sur la route de Kolda. Ce minicar en partance pour Sédhiou est immobilisé pour surnombre. Bien que retardé, les passagers approuvent. Depuis 10 heures en principe, on devait partir, mais voilà, nous avons juste fait 30 km et nous sommes tellement en retard et nous déplorons cela. Et nous saluons ce geste-là que le ministre a pris et nous voudrions que cela continue et que la route soit quand même sécurisée, assurée. Cette opération coup de poing prend tout son sens à Tamba, région Carrefour où passe le corridor Dakar-Bamako. Quand on parle du corridor Dakar-Bamako, il faut parler des étapes. Tambacounda, Moussala et Tambacounda, Kidira. Ce qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, comme le risque constaté, nous sommes la zone qui concentre le plus d'accidents au niveau du Sénégal. Nous devons quand même travailler et appliquer la loi dans toute sa rigueur. Aujourd'hui, c'est l'option qu'a prise l'État pour lutter contre l'insécurité routière. C'est une opération que nous avons dénommée coup de poing. Ça veut dire simplement qu'en plus des opérations quotidiennes, nous allons faire des opérations épisodiques, nous allons faire des opérations réitérées, renouvelées, pour mettre l'accent sur un contrôle sécuritaire. Et ça, nous allons le répéter partout sur le territoire national, de façon inopinée, mais de façon efficace.
Avant de quitter Tamba, la délégation s'est fortement réjouie de l'effectivité du port de casque chez les motocyclistes. Sécurité routière toujours. Ce constat, 1,2 million de personnes meurent chaque année sur les routes à travers le monde. Au Sénégal, l'ONG Laser International porte le combat de la sensibilisation. Objectif, conscientiser les usagers de la route sur les risques liés à l'excès de vitesse. Ces activités se tiennent à l'occasion de la Semaine mondiale de la sécurité routière. Thierno Diallo. La marche initiée par Laser International a pour objectif de réduire le nombre de tués sur les routes. Pour ce forum post-Brasilia, Action Sécurité routière pour l'Afrique, l'accent a été mis sur la gestion de la vitesse, premier facteur d'accident de la circulation. En effet, une vitesse excessive ou inadaptée est un facteur de risque fondamental dans les collisions. De quelle manière cette vitesse contribue-t-elle au décès? Nous avons 1,2 million de personnes qui meurent chaque année sur les routes du monde entier à la suite d'accidents de la circulation. Ces accidents restent malheureusement la première cause de décès chez les jeunes âgés de 15 à 29 ans, qui sont la force vive de nos nations. Les pays à revenus faibles comme le nôtre comptent pour 90% des décès dus aux accidents de la route. Pourtant, ils ne possèdent pas la moitié des véhicules en circulation dans le monde. Le risque de mourir d'un accident dans la circulation en Afrique est le plus élevé au monde. Nous avons près de 30 pour 100 000 habitants. Et la vitesse est au cœur de ce problème des traumatismes liés aux accidents. Au Sénégal, d'importantes mesures sont prises par l'État pour éradiquer le phénomène de l'insécurité routière. L'État va continuer ses efforts. Le ministère va redoubler d'efforts pour que cette lutte soit non seulement pérenne, mais qu'elle soit menée partout sur le territoire national. Aucune zone du territoire national ne sera épargnée par cette lutte. La gouvernance de la structure routière, avec la création d'une structure autonome de gestion de la structure routière, tout ce qui est permis de conduire, l'administration des permis de conduire, tout ce qui est la délivrance des cartes grises, les licences, les autorisations d'exploitation de transport. Donc sécuriser ces différents documents pour lutter contre les fraudes, préserver en tout cas les citoyens dans leur propriété. D'ailleurs, d'autres réformes sont en cours pour lutter contre les accidents de la circulation. Entre autres, la modernisation du système de délivrance du permis de conduire au Sénégal. Les travaux de réhabilitation de la maison d'arrêt de Rebeuss ont été réceptionnés ce matin par le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Parloirs, salles d'accueil et d'attente et réseaux d'électricité ont tous été rénovés. À travers ces réalisations, l'administration pénitentiaire veut donc moderniser chez Rebeuss afin d'améliorer les conditions des détenus. Fatou Diouf. Rebeuss se modernise. Cette mythique maison d'arrêt et de correction, construite en 1929, dispose désormais d'un parloir aux normes internationales, d'une chambre froide de 22 mètres cubes et de nouvelles salles d'attente pour les familles. Son réseau d'électricité a été rénové et ses murs embellis par des fresques réalisées par les pensionnaires. Il s'agit de faire de cet endroit un cadre convivial pour les détenus. Il s'agit d'abord de l'amélioration et du renforcement de la sécurité, aussi bien à l'intérieur comme à l'extérieur. Le périmètre extérieur de cette maison d'arrêt a été débarrassé des occupations irrégulières, réhabilité et renforcé par un dispositif à base de blocs de béton armés pour protéger la prison de toutes les menaces extérieures. Le périmètre intérieur a vu quant à lui la mise en place d'un scanner et d'un portique de détection de dernière génération qui permettent actuellement de passer au peigne fin les personnes et les objets qui pénètrent dans cet établissement. La mise en place d'un système progressif de gestion de la circulation des personnes à l'intérieur par le biais de 3 sas de contrôle complète le dispositif de sécurité. Dans cette dynamique de modernisation des prisons, un logiciel de gestion de détention a été mis au point pour faciliter le travail de l'administration pénitentiaire. Ce logiciel comporte 2 volets, une partie ressources humaines, mais une partie surtout qui est relative à tout ce qui touche à la détention, c'est-à-dire de l'entrée du détenu jusqu'à sa sortie.
On a une traçabilité, des empreintes digitales, des photos, mais surtout aussi, il y a une partie qu'on renseigne par rapport à son évolution, à son comportement, pour pouvoir mieux savoir quels sont les voies et moyens qu'on doit pouvoir utiliser nous pour mieux le réinsérer. C'est cette idée qui imprègne les actions du ministère de la Justice dans le domaine de la politique pénitentiaire. C'est elle qui a justifié que nous ayons décidé, pour la première fois depuis l'indépendance du Sénégal, de construire coup sur coup deux maisons d'arrêt et de correction à Sébikotane sur notre budget, de construire une école nationale d'administration pénitentiaire, la première en Afrique de l'Ouest, de relever en quelques années l'indemnité de prise en charge alimentaire et sanitaire du détenu de 637 francs à 1000 francs, avec pour objectif de l'amener à 1400 francs. 37 autres maisons d'arrêt et de correction vont bénéficier de cet ambitieux programme d'infrastructure judiciaire. Ainsi, l'État œuvre pour l'amélioration des conditions de détention des Sénégalais en conflit avec la loi. Justement, Rebeuss risque d'accueillir les braqueurs de l'agence du microcrédit de Nguerhokh, car les auteurs ont été arrêtés par la gendarmerie suite à une opération menée par les unités territoriales. Il s'agit d'une bande bien connue des services de la gendarmerie. Le récit de Fanta Badji. C'est le matériel utilisé par cette bande de malfaiteurs pour commettre de nombreux forfaits dans les zones de Thiès, Kaolack, Diourbel, Louga et Saint-Louis. Le dernier forfait a été l'attaque de l'agence microcrédit de Nguerhokh. C'était les 6 et 7 avril dernier. L'opération était très délicate car nous avions affaire à des délinquants armés qui n'hésitent nullement à faire usage de leurs armes. Le cambriolage avait échoué grâce à l'intervention rapide de la gendarmerie, avertie par un témoin. Les malfaiteurs ont juste eu le temps de défoncer la porte de l'établissement financier. Dans leur fuite, les assaillants ont laissé sur place un de leurs camarades blessé et le coffre qui contenait 87 millions de francs CFA. Cette opération est un bel exemple de collaboration opérationnelle entre les unités de la gendarmerie territoriale. C'est le lieu de saluer le travail d'environnement de haute facture effectué par le primo-intervenant de la compagnie de Mbour qui a beaucoup facilité l'action des unités de recherche, appuyé en cela par le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Cette bande, bien connue des services de la gendarmerie, a usé de tous les stratagèmes pour échapper à la vigilance des forces de sécurité. Après chacune de leurs attaques, les malfaiteurs cachaient leurs armes dans la brousse et se retiraient dans des localités reculées pour brouiller les pistes. La complexité des recherches réside dans le fait que les malfaiteurs habitent dans des localités distantes, dispersées à travers le territoire. Ils ne se regroupent que pour préparer et commettre leur forfait. Et ils se disloquent aussitôt que l'attaque est terminée. C'est une véritable entreprise du mal qui recrute ses partenaires à la carte en fonction du coût à réaliser. Le haut commandement de la gendarmerie compte d'ailleurs sur la collaboration des citoyens pour dénoncer tout mouvement suspect et toute forme de criminalité soupçonnée et identifiée. Les échos de la quinzaine nationale de la femme, l'autonomisation des femmes de Saint-Louis. C'est donc le sentiment le mieux partagé à l'occasion du passage de la caravane de la quinzaine nationale de la femme. Et c'est à Richard Toll où les femmes se sont donné rendez-vous pour communier et partager sur les objectifs du plan Sénégal émergent. Au rendez-vous mis à profit pour mettre en relief les programmes de l'État pour mieux outiller les femmes du Sénégal. Nous y reviendrons avec Thierno Diallo. Justement, place au reportage pour accompagner la quinzaine nationale de la femme, décrocher un emploi à la fin de leur formation. C'est le premier réflexe donc des étudiantes en marketing et communication. L'esprit d'entrepreneuriat existe peu et pourtant les opportunités ne manquent pas dans ce secteur. C'est ce qui ressort dans ce reportage de Ibrahim Ndong. Dans cette classe, la plupart des étudiantes en journalisme et communication n'ont qu'un seul rêve: trouver un emploi après leurs études. Après ma formation, j'envisage d'entamer une carrière professionnelle. L'emploi, c'est la même chose qui préoccupe les étudiantes en commerce, en marketing ou affaires. D'abord, je suis là pour acquérir des connaissances et puis plus tard, trouver un travail dans un institut de la place ou à l'international.
Le premier réflexe, c'est celui que tout le monde a. À la sortie de sa formation, un étudiant doit forcément trouver un boulot quelque part. L'initiative d'entreprendre est bien reléguée au second plan chez ces étudiantes en information et marketing. C'est malheureux de voir qu'il n'y a aucune femme qui dirige un organe de presse ici au Sénégal. Ce serait vraiment bien que les tendances puissent changer de nos jours parce qu'on est dans un monde où il n'y a plus d'hommes qui est en haut ou bien les femmes en bas. Loin des salles de classe, les bureaux d'entreprise. Cela fait 2 mois qu'elle travaille sur une plateforme de Web TV. L'outil permet d'accompagner les femmes dans leurs différentes initiatives. Nous guidons les femmes et nous leur montrons ce dont elles ont besoin. Parce que les femmes sont très présentes dans les réseaux sociaux pour trouver aujourd'hui des idées de projets à mettre sur place. J'aspire à créer ma propre entreprise en pisciculture, mais les détails, je les garderai pour moi. En tant que technicienne, aujourd'hui, ça peut m'aider à amasser des fonds et autres. Pour plus tard pouvoir réaliser ce rêve. Et moi, j'aspire à être un manager. Donc du coup, je ferai toutes mes preuves sur le terrain avec les compétences que j'ai acquises à l'école et sur le terrain dans les entreprises. Aujourd'hui, pour devenir entrepreneur, il faut avoir une plus-value. C'est-à-dire, il faudra pouvoir apporter un plus à la société. Les femmes qui entreprennent sont nombreuses dans le monde de la communication. Mais généralement, elles sont confrontées à l'épineuse question du financement. Voilà pour le reportage du jour qui accompagne la quinzaine nationale de la femme. Culture, la symbolique de chaque pas de danse à déchiffrer dans la rubrique Au cœur de nos cultures. À l'occasion des cérémonies d'initiation ou d'autres grands événements, la danse entre dans le processus de socialisation. Ndeye Aïda nous en dit davantage dans ce reportage. Une danse, un rythme pour communiquer avec le monde des esprits. L'Und-up, un rituel que la chorégraphe Germaine Akoni a expérimenté. Les rythmes qui me mènent en transe, ce sont Toubabo, bonjour monsieur, les rythmes Djola et les rythmes Wolof. Donc moi, je crois que j'amène avec moi les rythmes du Bénin, dont j'ai l'instinct béninois et le jet sénégalais. Et donc, toutes ces cultures qui se trouvent en moi ressortent. La deuxième fois qu'on m'a fait le Ndeup, il y avait le compositeur de la musique, Fabrice Bouillon, et la femme du chorégraphe qui sont tombés en transe. T'es tout babling. Alors, il y a une fille indie. Donc, et ce sont des choses qui, avec le rythme, avec la transe et tout ça, on est arrivé à communiquer avec les esprits. C'est dire donc que la danse n'est pas que divertissement. Sounoncieux, elle a un fondement sociologique. Au-delà de la spirituelle, elle est au cœur du processus de socialisation. La danse permet à la personne vraiment d'exprimer ses idées, ses sentiments, donner sa participation dans le développement d'un village, d'une ville ou d'un pays. Mise en scène d'un réveil au village à Sorano. Derrière chaque geste, on décèle une danse. Et à chaque circonstance de la vie correspond une manière de danser. Il y a les danses populaires, les danses de réjouissance, les danses par exemple quand il y a des baptêmes, des mariages ou après les récoltes ou alors juste pour reprendre l'énergie après le travail. Il y a des danses initiatiques. Cette danse-là, c'est pendant la fête de la moisson ou bien quand les circoncis sont sortis de leur lieu et tout ça, les parents viennent donc fêter ça ensemble. Donc c'est une danse de gaieté. Le spectacle de danse, ce qui nous lie de la chorégraphe et metteuse en scène Ndeye Nambay, permet d'entrevoir un rapprochement culturel entre différentes ethnies et du Sénégal. Il nous montre que derrière toute cette diversité, il y a quelque chose que nous partageons en commun. Voilà pour la rubrique Au cœur de nos cultures qui nous a aidé à déchiffrer le langage de la danse. Culture toujours, direction Agadir au Maroc où s'est ouvert hier le Festival international de documentaires. 10 films sont en compétition. Envoyés spéciaux, Jérôme Gomis et Diana Badia.
La cérémonie d'ouverture du Festival international de films documentaires à Agadir s'est tenue à la municipalité. Les festivaliers sont venus d'un peu partout à travers le monde. Cette 9e édition est dédiée à l'Afrique. Cette année, il y avait beaucoup de films de jeunes réalisateurs du Sahel qui avaient fait de très beaux films. Et donc voilà, ils méritaient tout simplement d'être en compétition, de représenter leur pays dans la compétition du FIDADOC. Et comme on a créé aussi une compétition de court-métrage, ça nous permet aussi d'accueillir des jeunes cinéastes qui ont fait des films dans des ateliers ou dans leurs universités, dans leurs écoles de cinéma. Et on a aussi créé un atelier de coproduction internationale parce qu'on croit très fortement que le Maroc peut devenir une plateforme, un lieu où se rencontrent les professionnels africains. Les téléspectateurs du FIDADOC vont découvrir des films de combat, souvent portés par des femmes. La jeunesse occupe également une place importante à ce rendez-vous culturel. Effectivement, les jeunes sont à la fois dans la salle, ils sont dans l'organisation et toute l'organisation du FIDADOC est organisée par une équipe très jeune. Ce FIDADOC est une occasion de rendre hommage à Jean Rouch. Le Français s'est beaucoup penché sur la culture du Niger où il est mort et enterré. Jean Rouch a été un lanceur de talent et de discipline. Il est venu pour la première fois au Niger, je crois, si je ne m'abuse, dans les années 41. Donc il connaît ce pays-là. Il a abandonné son métier d'ingénieur de ponts et chaussées pour se consacrer, si vous voulez, à la fois à l'étude des populations sans rail. Surtout, il s'est consacré à l'étude des phénomènes de possession. Mais considérant que la plupart des gens avec lesquels il travaille, les populations qu'il étudie, ne comprenaient pas le français, il a choisi de remplacer son stylo de chercheur par la caméra. Cette année, le festival met en compétition 10 films du monde entier d'une durée supérieure à 52 minutes. Le palmarès est décerné par un jury officiel composé de 5 personnalités marocaines étrangères reconnues pour leur engagement au service du 7e art. Du 9 au 13 mai, les unités de projection mobile du FIDADOC vont sillonner les quartiers de la commune d'Agadir et les routes de la région Souss-Massa. L'actualité internationale sous forme de brèves illustrées nous conduit en France, en Corée du Sud et en Irak. Tout d'abord la Centrafrique où des corps de casques bleus ont été retrouvés. Le récit de Anaïs Nyanyamane. En Centrafrique, un convoi de l'ONU a été attaqué. Selon la MINUSCA, 3 casques bleus ont été retrouvés morts et le 4e soldat est toujours porté disparu. L'évacuation de campement d'un millier de migrants installés depuis plusieurs semaines dans le nord de Paris a débuté. Plusieurs centaines d'Afghans et de Soudanais y vivaient. 2 mois après une première évacuation, les forces de l'ordre ont été mobilisées pour mettre fin au campement sauvage à la porte de la Chapelle. Ces migrants ont été déplacés en Île-de-France vers les centres d'accueil et d'orientation. En Corée du Sud, le favori Moon Jae-in remporte largement la présidentielle. Grand favori des sondages et candidat du Parti démocratique de centre-gauche, Moon a recueilli 41,4% des voix. Son rival conservateur Hong Jong-pyo a eu 23,3% du vote, suivi du centriste Han Cheol-soo, 21,8%. Ancien défenseur des droits de l'homme, le nouveau président de la Corée du Sud est âgé de 64 ans. Son investiture est prévue ce mercredi. Et enfin, les forces irakiennes progressent dans Mossoul-Ouest. Ils ont repris un nouveau quartier en resserrant un peu plus l'étau sur les combattants du groupe État islamique. Des pertes importantes sont enregistrées du côté de l'ennemi. Chez nous, politique, l'Union pour le renouveau démocratique bat le rappel des troupes à Tcharné dans le département de Linguère. Les camarades de Djibo Leyti-Ka promettent la victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar aux prochaines législatives. Pabouna Thiaw. Effervescence des grands jours à Tcharné, le secrétaire général de l'URD reçu avec les honneurs dans son village natal. De toutes les localités de la zone, les militants du renouveau sont venus prendre part à ce grand rassemblement. Les ambitions sont claires, il s'agit de resserrer l'élan à quelques mois des échéances électorales. Je m'attends à un score tel que jamais l'histoire du Sénégal n'aurait eu un tel niveau de participation et de vote positif pour la Benno Bokk Yakaar. Que Dieu le fasse. Les différents orateurs sont unanimes, le parti doit rester fort et uni et surtout travailler à la victoire de la coalition de la majorité. Travailler encore davantage
je suis à vos côtés. Grâce à Dieu, on va gagner, Inch'Allah. En attendant les législatives, l'URD va dérouler d'autres actions de mobilisation de ce genre dans le département de Linguère et partout dans le pays. Voilà, ainsi se referme cette édition, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne soirée sur la RTS 1. Contre celle-ci et les autres pathologies aviaires au Sénégal est une nécessité. Les autorités du pays, des pays non affectés, pouvaient réduire le risque d'introduction du virus à travers des interventions stratégiques, ciblées et opportunes dans le domaine de la surveillance et de la gestion du risque et par ailleurs dans le contrôle des mouvements de volailles et de produits avicoles. L'influenza aviaire hautement pathogène H5N1 constitue une menace réelle. La filière avicole doit être surveillée afin de garantir une sécurité sanitaire aux populations. La suspension des importations de produits avicoles et de matériel avicole usagé par l'arrêté ministériel interministériel numéro 7717 du 24/11/2005 comme mesure de protection contre la grippe aviaire a permis à la filière avicole de notre pays de se relancer de façon considérable. Toutefois, elle reste sous la menace sérieuse de contraintes sanitaires du fait notamment des dysfonctionnements notés dans la surveillance et le rapportage des pathologies aviaires et la circulation de l'information. Développer le plan d'intervention d'urgence, surveiller les zones à risque, mais aussi l'importation des volailles et des intrants. Telles sont les dispositions urgentes à prendre pour permettre au Sénégal de se protéger contre ces pathologies. Les pays producteurs de pétrole connaissent des périodes difficiles, là où les pays de la zone UEMOA, comme le Sénégal, ont enregistré des taux de croissance importants. Les perspectives économiques régionales présentées par le FMI sont bonnes en 2017, alors qu'en 2016, le Nigeria, comme l'Angola, grands producteurs de pétrole, ont vu leur économie s'essouffler en impact négatif sur la croissance. Le rapport a été présenté ce matin, compte rendu à Biboumbey. Un document de 115 pages entre les mains d'experts pour passer en revue les perspectives économiques régionales produit par le FMI et intitulé « Faire redémarrer la croissance en Afrique subsaharienne ». Il en ressort que les pays les plus éprouvés sont paradoxalement les grands producteurs de pétrole du fait de la baisse du prix du baril, essoufflant du coup les économies trop dépendantes de ces ressources. L'année 2016 a été très difficile pour... Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Prévention de la famine dans 6 départements en situation de vulnérabilité. Le gouvernement va débloquer plus de 4 milliards de francs CFA. Un conseil interministériel s'est tenu dans ce sens. Dans notre série qui accompagne la quinzaine nationale de la femme, focus sur l'insertion professionnelle des étudiantes en marketing et communication. Des opportunités d'entrepreneuriat existent, mais elles sont mal exploitées. Le langage de la danse déchiffré dans cette édition. Chaque pas a une explication sociologique. On vous en dira davantage dans la rubrique Au cœur de nos cultures. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État a reçu ce matin Gorgui Sy Dieng. Le basketteur sénégalais évoluant en NBA a reçu les félicitations et encouragements du président Macky Sall pour les actions qu'il mène envers les démunis. L'international de basket vient notamment d'offrir du matériel au centre de dialyse de l'hôpital principal de Dakar. Je le disais en titre, un plan d'urgence est adopté pour prévenir la famine dans 6 départements du Sénégal. 4 milliards de francs CFA sont nécessaires. C'est ce qui ressort du conseil interministériel consacré à la question. Voici la déclaration du secrétaire général du gouvernement à l'issue de la rencontre au micro de Rougui Atouba. Je voudrais d'entrée de jeu rappeler que le Sénégal
n'est pas en situation de famine. Le gouvernement dissipe tout équivoque sans nier que 6 départements sont identifiés comme zones à risque. Les 6 départements à risque, c'est Bambey, c'est Malem Hodar, c'est Matam, c'est Kanel, c'est Goudiri et le département de Tambacounda. Traduit en nombre de personnes, il s'agit de 428 000 personnes. L'Afrique subsaharienne, taux de croissance d'1,5%, taux le plus bas depuis 20 ans. Et les perspectives en 2017 sont un peu meilleures, mais restent quand même avec 2,7%, beaucoup inférieur aux dernières 20 ans. Cette mauvaise période est tirée surtout pour les pays producteurs de pétrole qui connaissent une période très difficile. Je pense là au Nigeria, à l'Angola, les grandes économies pétrolières d'Afrique. Pour le Sénégal, par contre, nous voyons des bonnes perspectives, comme dans la zone UEMOA en général, des taux de croissance de 6%, voire 6,5%. Nous nous en réjouissons bien sûr, mais en même temps nous avons dit que cette croissance a été tirée surtout par les investissements publics, les investissements dans les infrastructures, une bonne chose, mais aussi une chose qui doit à un moment donné donner le relais au secteur privé. Transmettre le relais au secteur privé qui du reste présente des atouts forts qui peuvent influer positivement sur l'amélioration de la croissance. Nos économies ne sont pas encore sur la voie d'une bonne structuration. Le secteur informel joue un rôle extrêmement important dans la formation du PIB. Et si nous voulons aujourd'hui lui donner beaucoup plus de valeur pour sa contribution à la richesse nationale, il est important que nous puissions revoir ses fondements, revoir son mode de fonctionnement et également poser des étapes extrêmement importantes pour qu'il puisse contribuer à la croissance. Une croissance que le rapport du FMI juge vulnérable par moment et qui mérite une réorientation stratégique, surtout avec les nouvelles découvertes de ressources naturelles au Sénégal. Le Sénégal qui doit tirer les leçons des échecs des pays producteurs qui subissent de plein fouet la loi du marché. Poursuite de la mission de revue à mi-parcours du projet Piste communautaire en appui au PNDL. L'accessibilité de plusieurs localités du département de Goudiri commence à devenir une réalité. L'inauguration de 36 km de pistes rurales de l'axe Goudiri-Koussane désenclavant. Les personnes qui sont concernées à peu près, soit sur une moyenne de 10 personnes par ménage, 42 000 ménages. Le coût de l'assistance qui est déterminé pour intervenir dans les 6 régions en priorité est à peu près de 4 291 millions. Et la distribution des vivres après le ciblage va porter sur 15 kg de riz par personne pour une période de 3 mois, équivalente à la période de soudure, et celle-ci se compte du mois de juin au mois d'août. La cellule de lutte contre la malnutrition va intervenir dans les 6 départements à risque pour y mener 2 types d'actions. La première, apporter les compléments alimentaires nécessaires, et la deuxième, si les situations l'exigent, transférer vers les services de santé pour un meilleur suivi de l'enfance. Des actions préventives sont également prévues dans le secteur de l'élevage à travers l'opération de sauvegarde du bétail. Et cette opération va porter sur 2 types de prestations. La première, c'est la vente subventionnée d'aliments de bétail et la distribution de déparasitants pour garder un profil physiologique de qualité pour le bétail. Sous la conduite du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, un plan d'urgence est adopté. Les ressources nécessaires seront mobilisées pour prendre en charge les populations et le cheptel. Voilà pour ce compte-rendu de Rogia Touba consacré au Conseil interministériel sur la sécurité alimentaire. Ce constat, 98,2% des entreprises sénégalaises sont des PME, dont 53% évoluent dans le secteur du commerce. C'est ce que révèlent les premiers résultats du RGE, le recensement général des entreprises, rendu public par l'Agence nationale des statistiques et de la démographie. Ces résultats ont fait l'objet d'un atelier de partage organisé par l'UNECOA Diapo. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre en charge du commerce. Compte rendu Alassane Diédiou.
Moins de 2 mois après la publication par l'Agence nationale des statistiques et de la démographie des premiers résultats du recensement général des entreprises, l'heure est désormais à la restitution et au partage pour les membres de l'UNACOIS Djapo et leurs partenaires. Nous avons tenu ce matin à partager avec l'ANSD les résultats du recensement général des entreprises qui révèlent le dynamisme de la petite et moyenne entreprise sénégalaise, mais qui nous enseigne surtout que la petite et moyenne entreprise du Sénégal est la première entreprise du Sénégal, parce qu'elle représente au moins 98,2% de l'ensemble des entreprises du Sénégal. Ce sont des données qui interpellent tout le monde, qui interpellent le secteur privé à travers l'UNACOIS et les autres organisations, mais qui interpellent également les autorités. Beaucoup plus qu'un simple levier, un simple instrument d'aide à la décision pour le gouvernement, ces résultats du RGE constituent une feuille de route pour le ministère en charge du commerce. Le gouvernement du Sénégal accorde une importance particulière au recensement général des entreprises qui permet de disposer de façon exhaustive des données détaillées sur les caractéristiques générales des entreprises de notre pays. L'organisation d'une telle opération était devenue nécessaire dès lors qu'elle constitue un précieux instrument pour l'élaboration des programmes de promotion du secteur productif, tant au niveau national qu'au niveau des collectivités locales. Ce recensement qui a dénombré, vous l'avez rappelé tout à l'heure, 407 882 unités économiques sur tout le Sénégal nous révèle que 99,8% de ces unités recensées sont des petites et moyennes entreprises et que 97% de celles-ci sont du secteur informel. Il révèle également la prédominance des unités exerçant dans le secteur du commerce, soit 52%. Dans un contexte de mise en œuvre du PSE unique référentiel en matière de politique économique et sociale du Sénégal, l'existence de monitoring fiable des entreprises nationales dans leur diversité et leur poids financier constitue pour le ministère du Commerce en charge du secteur informel et des PME une confirmation du rôle nodal des PME et de la pertinence des orientations stratégiques qui sous-tendent l'esprit de la nouvelle lettre de politique sectorielle et de l'enquête nationale sur les PME commanditée par ce département ministériel en 2013. Prévention des maladies qui touchent la volaille. La FAO et le ministère de l'Élevage mutualisent leurs efforts. Une campagne d'information et de sensibilisation est menée à l'endroit des acteurs de la filière avicole. Une rencontre d'échange sur la mise en œuvre du plan a été organisée. Jeanne Dior, compte rendu. En décembre 2014, l'influenza aviaire a fait son apparition dans plus de 5 pays africains. La nécessité de mettre en place une campagne de prévention et de lutte